Voilà les amis, nous y sommes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette émission qui est enregistrée, mais ne vous inquiétez pas, vous la verrez dès qu'on la diffusera. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on est jeudi, je pense qu'on est jeudi soir et qu'il va être 20h quand on va diffuser tout ça. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. Une émission... pas particulière, une émission qui est un petit peu dans le fil des émissions, parce qu'on a déjà commencé avec Nicole Dron à vous parler des expériences de mort imminente. Et ce soir, je suis très heureux de recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Attendez, voilà, je vous vois. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va être dans les expériences un petit peu extrêmes, comme vous l'avez toujours été. Et je voudrais commencer par vous présenter par quelques diapos, si ça vous va. Impeccable. Allons-y. Alors, docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes anesthésiste au CH de Toulouse, je crois. Ah non, je suis dans une clinique privée. Dans une clinique privée, pardon, on voit de tout. Oui, c'est vrai, Attendez, voilà, c'est pas le moment que ça s'inscrive sur mon écran. Alors, plus de 20 ans d'expérience, bon, plus que 20 ans maintenant, parce que ça fait plus de 20 ans que vous écrivez, donc ça fait un paquet de temps. Il faut rajouter presque 2 décennies de plus. 40 ans. Et c'est fantastique, parce que vous écrivez depuis très 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 longtemps, et vous êtes, j'allais presque dire, un des pionniers français, sans doute même un des pionniers français de ceux qui ont travaillé sur les EMI, NDE, donc ces expériences de mort imminente. Oui, là j'ai commencé il y a 30 ans. Alors je vous présente quelques livres, mes amis, si vous ne les avez pas lus. Je vous conseille déjà de commencer, pas par ceux-là, mais il y en a énormément, ils sont tous très très bien. Entre parenthèses, vos livres, docteur, je vous le dis, se lisent très facilement, c'est pas inabordable, c'est pas un livre de docteur avec des termes médicaux, vous allez rien comprendre, vous inquiétez pas, c'est très bien. Donc, la médecine face à l'au-delà, c'était un des premiers que j'ai lu. Effectivement, où vous posiez cette question. Entre-temps, il y en a eu énormément, donc je vous présente le livre 7 choses qui est quand même assez particulier sur l'après-vie. 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Preuve de l'existence de l'au-delà. Les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Voilà. Après, il y en a 18, alors... Ouais, voilà, c'est pourquoi. Je vous dis, j'ai fait un petit extract. Les amis, si vous avez des enfants, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est... Franchement, le seul que j'ai vu parler des enfants comme ça, c'était le docteur Melvin Morse, mais c'était un petit peu de l'autre côté. J'allais dire que c'était un petit peu sur ses expériences. Et, docteur Charbonnier, vous avez écrit La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes, quand même. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial, parce que c'est très difficile de répondre à un enfant qui vous demande « Hé papa, c'est quoi la mort? Où on va après? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, là... Bravo, bien joué. On a des réponses et elles sont tout à fait cohérentes. Les 2 derniers livres en cours, que je vous invite fortement, un livre dont on va parler aujourd'hui. La conscience intuitive extra-neuronale. Voilà un terme bien particulier dont évidemment on va parler. Un concept effectivement révolutionnaire, puisque j'allais presque dire, et on va voir pourquoi, qu'il introduit de manière scientifique un concept d'âme, ou un concept de conscience, en tout cas externalisé justement, on va voir. Et puis on va parler de TCH, donc de transcommunication hypnotique. Il y en a peut-être qui ont connu à travers le père Brune, dont on salue la mémoire, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps, la transcommunication instrumentale. Mais voilà, la transcommunication instrumentale ne vous permet pas forcément de faire à tous en même temps l'expérience du divin. C'est probablement l'expérience que vous propose, alors je dis du divin d'ailleurs, mais on va voir tout à l'heure si c'est vraiment ça ou pas, mais de faire en fait à travers une transe hypnotique, légère, ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans l'hypnose de spectacle, n'est-ce pas docteur, de faire, vous avez des magnifiques rayons de soleil, c'est top. Ah oui, attendez, je vais peut-être bouger un petit peu, parce que là... c'est comme vous voulez, mais là, c'est pas grave, C'est pas grave, ça me va bien, c'est très divin, j'aime bien, moi. J'aime bien. Donc, la transcommunication hypnotique, on va en parler. Peut-être peut-on parler au tout début des EMI, parce que j'ai recueilli quelques questions, et une de ces questions, c'est « Mais qu'est-ce qui fait que le bon docteur Charbonnier, un jour, s'est intéressé à ces histoires-là. Est-ce que c'est le docteur Raymond Moody qui aurait introduit ça dans votre mémoire, ou est-ce que vous avez déjà des patients qui spontanément vous disaient docteur, je suis désolé, il y a un truc qui s'est passé là.
Oui, enfin, c'est plutôt une expérience personnelle, mais que tout le monde, enfin, ceux qui me connaissent, je l'ai tellement raconté cette histoire, mais enfin, je vais en dire deux mots. Je voulais réanimer quelqu'un lors d'un stage de SAMU, je ne suis pas arrivé à le réanimer et j'ai senti une présence qui sortait de ce corps au moment où il est parti de l'autre côté. Voilà, en gros. Et c'est ça qui a transformé ma vie et qui m'a fait me rappeler de toutes ces expériences vécues par les expérienceurs. Le Oui. néologisme donné par Raymond Moody, puisque lui est appelé expérienceur ER et nous on a repris EUR, Mm. qui racontaient être sortis de leur corps au moment de la mort pour faire ce voyage. Et là, bon, moi je le vivais en tant que témoin. Et c'est ce qui m'a fait intéresser à ces expériences et c'est aussi ce qui m'a fait faire mes études d'anesthésiste réanimateur puisque je devais être médecin généraliste. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on soit mis sur des chemins, sur des rails par des choses qui nous dépassent complètement pour accomplir des, je dirais pas des missions, mais des chemins de vie. Voilà. Ah, on est complètement d'accord qu'à un moment, effectivement, on est poussé comme ça. Et Ouais. c'est assez fantastique. Et c'est Donc, pas nous qui décidons. pardon? Je dis, c'est pas nous qui décidons. Oui. Parfois, il m'arrive Voilà. de dire que notre seul choix, c'est comment je prends les choses, mais c'est pas comment elles arrivent ou ce qui se passe. C'est comment je le prends. Euh, Superbe. Vous avez recueilli donc pendant 20 ans, 30 ans et peut-être encore maintenant, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vous envoient leur expérience, Ouais. des expériences. On en reparlera, les amis, avec le docteur Tellier bientôt, des expériences de mort imminente, mais il y a des tas de types d'expériences. Il y a l'expérience dite, je vais dire complète, quoi. Les gens ont quittent leur corps, ce fameux tunnel blanc, la revue de vie. Il y a d'autres types d'expériences derrière. Vous vous souvenez, Nicole Dron nous avait dit que derrière, il peut y avoir d'autres types d'expériences. Nicole, que vous avez rencontré sur pas mal de plateaux, qui vous salue d'ailleurs. Elle m'a dit de vous passer le bonjour la prochaine fois que je vous vois. Ah, je l'embrasse bien. C'est une dame fantastique. Ouais. Et donc, des expériences et positives et négatives aussi en NDE. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce que j'appellerais des bad trips. Et j'avais presque envie de vous dire, dans tous ces témoignages de NDE que vous avez entendu, enfin NDE, pardon, c'était un acronyme de Near Death Experience, ça. C'était le docteur Raymond Moody qui avait inventé cette expérience proche de la mort, expérience de mort imminente. Et si vous avez regardé le générique, les amis, vous avez vu CMP, qui signifie docteur. Expérience de mort provisoire. Ah, EMP. Et d'ailleurs, le père Brune aussi préférait les appeler comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au sujet qui préfèrent les appeler comme ça. Il y a même un site qui s'appelle EMP. Donc je crois que c'est un terme qui est beaucoup plus adapté à la réalité, puisque on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, il y a un état de mort clinique. Donc ça veut bien dire que 15 secondes après l'arrêt du cœur, on est en état de mort. C'est pas provisoire, c'est pas imminent, c'est pas nérdif. On est vraiment en état de mort provisoire. Provisoire, oui. Le provisoire est vrai, puisque généralement les gens reviennent, sinon... Et on le sait depuis mars 2001 quand même. C'est pas depuis hier, c'est plutôt depuis avant-hier quoi. Ah, On est en 2019, voilà. les acronymes ont la vie dure encore. Ouais. Les acronymes ont la vie dure, ça c'est clair. Parmi ces cas, est-ce qu'il y a deux, trois cas qui vous ont particulièrement amené à autre chose, qui ont créé en vous une grande ouverture? S'il y avait deux, trois cas comme ça qui vous viennent en tête. Bien sûr, il y a ce cas de Pamela Reynolds. C'est celui qui a été le plus documenté puisqu'elle a été donc en état de mort clinique, pas de mort cérébrale, mais de mort clinique pendant qu'on opérait d'un anévrisme du tronc cérébral. On a pu voir que son cerveau ne fonctionnait plus puisqu'il n'y avait plus de sang dans son cerveau au moment Oui. où elle a été refroidie pour qu'on puisse l'opérer. Et là, elle a eu cette expérience où elle a pu décrire son opération quasiment. Donc voilà, ça c'est un cas probant, bien qu'il soit contesté évidemment, parce que je conçois qu'il dérange beaucoup les matérialistes. Il y a ce cas d'Eben Alexander, ce neurochirurgien de Harvard, qui au cours d'une méningoencéphalite à Escherichia coli, qui normalement laisse que 2% de survie avec des séquelles lourdes, lui, il sort de son coma complètement guéri et sans séquelles. Donc, comment a-t-il été guéri et sans séquelles? Difficile de savoir, surtout quand on voit tous les documents qu'il fournit médicaux où on voit l'état de son cerveau. Et lui, il vit une expérience très troublante, puisqu'il est sûr de ne pas avoir rêvé.
Et en plus, il rencontre dans l'au-delà une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il reconnaît après comme étant sa sœur biologique décédée au moment de son coma. Donc ça, pour lui, c'est quelque chose de très probant. Ça veut dire que l'information n'était pas stockée dans son cerveau. Ce n'était pas une réminiscence de souvenirs enfouis. C'était quelque chose de nouveau. Et bon, évidemment. Et il était déjà médecin, donc c'est pas un farfelu. Hein. Oui, il est professeur de neurochirurgie à Harvard quand même. Donc voilà, il sait de quoi il parle quand il s'agit du cerveau. Et maintenant, c'est devenu un des plus grands ambassadeurs mondiaux de l'expérience. Il passe sa vie à dire aux autres que la vie continue après la mort. Quand même. C'est une nouvelle quand même intéressante. Ah, c'est pas n'importe quoi comme message. Parce qu'a priori, on va tous passer sur l'autre plan à un moment donné. Ouais. Donc, Je rappelle aux gens quand même, généralement, quand on parle de ça, que ces expérienceurs font l'expérience effectivement de la vie après la mort, mais qu'après la mort, on leur dit, qu'entre parenthèses, je dis ça pour ceux qui se disent, le monde d'après, on nous le décrit comme étant merveilleux, je vais y aller tout de suite. Nous sommes sur Terre pour vivre cette expérience, elle est calculée presque à la minute près, parfois se dit-on, et il n'est pas question de devancer l'appel, visiblement. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. D'ailleurs, ceux qui ont connu ces expériences merveilleuses n'ont pas du tout envie de se suicider. Au contraire, ils ont compris que nous avons une mission terrestre et que cette mission, nous devons l'accomplir pour aller sur l'autre plan. Donc, Ouais. ils ne sont pas du tout des suicidaires, au contraire. Ils savourent la vie d'une autre façon. Ils trouvent que ce qui compte le plus sur cette planète, ce n'est pas du tout les plans matérialistes, comme on l'enseigne à nos enfants. En gros, les enfants, actuellement, on leur dit, si tu veux être heureux plus tard, il te faut bien travailler à l'école, comme ça, tu auras beaucoup d'argent. Et tu vas dominer les autres. Alors, c'est pas étonnant qu'on les envoie droit dans le mur avec ce plan de vie. On fait des générations de frustrés. On n'a jamais suffisamment de matière. On a toujours un chef. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, parce qu'il y a une autre façon de concevoir son plan de vie. Et là, les expérienceurs, ceux qui ont vécu ces expériences, changent complètement leur plan de vie. Et ils aiment la vie, mais de façon différente. Ils aiment la vie et se souviennent de ces questions profondes. On parle souvent de deux questions qui sont comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain, qui sembleraient être la clé. Nicole Dron le dit d'ailleurs. Ouais. Et dans ses conférences, elle dit, l'être de lumière m'a dit, qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé les autres? Ouais. C'est ça la véritable mission terrestre. Ouais. C'est pas du tout avoir beaucoup d'argent et être le... Je me souviens pas d'un seul expérienceur où le mec a dit c'est bien, t'as été patron, t'as dirigé plein de gens, c'est cool. Ouais. Non. Ni l'être de lumière qui vous dit combien tu as sur ton compte en banque et combien de personnes qui dirigent ta vie. Allez, voilà, ça passe. L'être de lumière, il vous demande pas ça du tout. Quand vous êtes Non. On a un gros projet, on comptait un petit peu sur ton argent. Eh bien non, on est dans des valeurs spirituelles. Docteur, j'aime beaucoup cette histoire, moi, qui vous a fait passer de ces expériences de mort provisoire à la TCH lors d'un voyage en avion. Et j'aimerais que vous nous racontiez ce passage. Oui, ben là, encore une fois, bon, synchronicité au plan de vie, j'en sais rien. Ben, c'était mon éditeur, Guy Trédaniel, mon éditeur favori, qui me dit c'est très bien votre conception de CAC et de CIE. Vous allez faire des conférences, faire la promo de ce livre, c'était la conscience intuitive extraneuronale. Oui. Mais il faudrait faire des workshops. Il faudrait faire des ateliers parce que les Canadiens, c'est comme les Américains, ils aiment bien travailler sur des concepts nouveaux. Et moi, je ne voyais vraiment pas comment j'allais faire ça. Je dis, dans mon cas, c'est impossible. Je ne peux pas mettre les gens à provoquer des arrêts cardiaques. Oui, non, ça se fait pas. C'est pas très légal en plus. Ouais, il y a des drogues pour leur faire des comas. C'est tout simplement pas possible. Et je dis, bon, dans mon cas, c'est tout simplement impossible. Et puis, dans l'avion qui me ramène à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, la solution à côté de moi, le passager qui s'est endormi à côté de moi a un magazine ouvert. Probablement le titre l'a inspiré puisqu'il dormait. Et le titre de l'article qu'il lisait, c'est « L'hypnose, la solution à tous vos problèmes ». Ah, j'ai dit ça, c'est un message pour moi, évidemment. Comment passer à côté de ce message? Évidemment, l'hypnose. En plus, les anesthésistes font de l'hypnose, donc ça m'a été facile de me former à la technique d'hypnose en bloc opératoire. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais
bon sang, quand même, tous ces gens qui vivent ces arrêts cardiaques, ils arrivent à un tel apaisement devant la mort. Est-ce qu'en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes apaisements? Est-ce qu'eux aussi, ils verraient leurs défunts, comme dans l'expérience de mort provisoire? Eh bien, voilà, les résultats obtenus ont dépassé mes espérances, puisqu'il se passe bien d'autres choses. On va en parler tout à l'heure, et en même temps, à peu près à la même époque, si je ne me trompe pas, c'est là que, en même temps, c'était il y a 2-3 ans, vous travaillez avec le docteur Lallier sur une thèse un petit peu particulière, dont absolument. On peut peut-être parler. Un travail remarquable, François Lallier, il a travaillé pendant 3 ans pour étudier, interroger 118 personnes qui avaient vécu des arrêts cardiaques. Alors vous imaginez un peu le travail qu'il lui a fallu, la patience, les appels téléphoniques où il se faisait remballer parce qu'on le prenait pour un publicitaire ou pour un vendeur, l'enquête qu'il a menée pendant 3 ans, et on se voyait l'été, régulièrement il me montrait son travail colossal qu'il a accompli, c'est plus qu'une thèse. D'ailleurs, elle a été récompensée par une mention très honorable. Félicitations. Oui. C'est pas la règle, faut qu'on le précise pour les gens qui connaissent pas, c'est pas la règle. Avec un abstract en anglais pour diffusion internationale, donc une thèse qui a beaucoup compté. Il a montré notamment que des gens qui prenaient des psychotropes avaient moins de probabilité de faire des expériences de mort provisoire, et aussi il a pu sortir 18 cas de personnes qui avaient vécu ces expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa thèse, dans la discussion de sa thèse, on a pu opposer la théorie matérialiste du cerveau sécréteur de conscience, telle qu'elle est admise par le monde médical matérialiste, à celle que je propose, une conscience intuitive extraneuronale complètement dissociée de la matière, et qui ferait que notre cerveau ne serait qu'un simple récepteur, un filtre réducteur d'informations, qui expliquerait toutes ces expériences. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles, puisque je le rappelle, les travaux de Vries et Becker, en mars 2001, ont montré que 15 secondes après l'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat. Et avec un électroencéphalogramme plat, il est totalement impossible de relater toutes ces expériences, de décrire ce qui se passe autour de vous. Voilà, enfin. Donc, il y a une logique. Quand on est un scientifique digne de ce nom, eh ben on se dit, ça ne marche pas. Le modèle en place, ça ne doit pas être dogmatique, on doit changer de modèle. Et là, on est arrivé à un tel point dans les réanimations médicales et dans les récits qui sont donnés, qu'il faut changer de paradigme sur le fonctionnement de la conscience. C'est obligatoire. La situation n'est plus tenable. Il y a des millions de témoignages potentiels, puisqu'on estime à peu près aujourd'hui à 60 millions le nombre d'expérienceurs potentiels qui pourraient raconter ces récits. Eh ben, c'est plus tenable. On ne va plus pouvoir dire que c'est le cerveau qui fabrique la conscience avec de tels témoignages. C'est totalement impossible. Donc, ce qu'on a proposé a été entendu au moins. Et dans une thèse de doctorat en médecine, on a pu dire que peut-être, alors c'est une hypothèse, il y avait cette modélisation de conscience intuitive extraneuronale dissociée de la matière, c'est-à-dire d'une conscience analytique cérébrale, elle qui est bien cérébrale et qui est bien ancrée dans la matière. Alors chaque mot compte dans ce que vous venez de dire. En fait, les amis qui m'écoutaient, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais grâce au docteur Charbonnier, on vient de trouver un nouveau nom à l'âme, mais un nom officiel. Ah ben c'est sûr que vous avez raison, c'est la même chose. On aurait remplacé conscience intuitive extraneuronale par le mot âme ou esprit. Ça passait pas. C'était la même chose, mais ça ne passait pas. Une thèse de doctorat médecin. Conscience intuitive extraneuronale. Oui. Extraneuronale, au-delà des neurones, alors au-delà des neurones du cerveau, et intuitive, le intuitif est peut-être intéressant. Oui, parce que je pense que les intuitions, sont reliées à tout ce qui est extraneuronal. D'où viennent les informations? Elles ne sont pas fabriquées par nos petits neurones, c'est impossible. D'où vient l'inspiration artistique? D'où vient la médiumnité, le contact avec les défunts, la précognition, la rétrocognition, la télépathie, enfin, tous ces domaines qui sont inexplicables et qui sont presque rejetés par le monde matérialiste, parce qu'on dit que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'explique pas, et ça ne rentre pas dans les cadres dogmatiques de la pensée matérialiste, eh bien, existent pourtant. Vraiment, il faudrait être complètement
fou pour dire que toutes ces choses-là n'existent pas quand même, avec toutes les preuves qu'on a d'expériences qui ont été menées sur la télépathie, d'expériences qui ont été menées sur la médiumnité et sur tous ces phénomènes, on est bien obligé de reconnaître qu'ils existent, mais ils ne sont pas explicables avec la théorie matérialiste du cerveau sécréteur de conscience. C'est pour ça qu'il faut changer. Mais ce n'est pas que moi qui le dis. Eccles en parlait bien avant moi, prix Nobel de médecine quand même. La conscience extraneuronale, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent au sujet, qui pensent que c'est dans la logique des choses. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de Français qui s'y intéressent cependant. On a des... C'est un pays assez particulier quand même. Hein. La France est un pays très très matérialiste. Je le vois par rapport aux pays même européens ou outre-Atlantique, c'est beaucoup plus ouvert. Nous, on a un véritable problème avec tout ce qui touche au domaine de la spiritualité, avec une confusion entre les religions et la spiritualité. Peut-être que la France a beaucoup souffert aussi des religions, des guerres de religion. Il y a peut-être oui, il faudrait mettre la France sur un divan et puis la psychanalyser et on aurait l'explication dans son enfance, quoi. On a tellement souffert des religions que peut-être il y a une espèce de rejet de la spiritualité. Et je pense que c'est... Ou une mauvaise définition, effectivement, de la spiritualité qui deviendrait une sorte d'enfermement supplémentaire, ouais. Ouais, exactement. Alors, il y a effectivement d'autres personnes dans le monde qui parlent de champ d'information, de connexion à un champ d'information, qui est à peu près dans le même concept. On a, il y a 20 ans, je deviens vieux, enfin bref, j'avais lu des livres de Rupert Sheldrake qui commençaient à parler de champ morphogénique, qui était un moyen pour lui de prouver qu'on est tous reliés. Donc il a essayé de travailler gentiment en disant nous sommes un. C'est déjà un concept spirituel qui aujourd'hui devrait être compris, j'allais quasiment dire, grâce à ses travaux. Et parler de champ akashique, on voit bien que c'est la même chose. Ouais. Et puis alors ce qui est drôle, c'est qu'évidemment on retrouve les textes très anciens, on retrouve même des choses. Enfin, moi j'ai lu les expériences dans le livre de TCH, on retrouve même si vous connaissez les amis les Védas, enfin les vieux textes indiens, on retrouve dans les Védas ce type d'expérience et ce type de récit, de voyage un petit peu particulier. Ça, c'est juste fantastique. Conscience extra-neuronale intuitive, je vous conseille de lire le livre du docteur Charbonnier, sachant que le livre contient énormément de témoignages aussi. Ah oui, mais je crois que tout repose sur les témoignages, en fait. Alors, évidemment, c'est la fragilité d'un témoignage. Mais lorsque on recoupe les informations qui sont données et qu'on vérifie que les perceptions qui ont été les leurs au moment de l'arrêt cardiaque sont exactes, qu'elles peuvent être vérifiables et vérifiées, et ben là, voilà, c'est quand même assez probant. J'ai envie de dire ça, la force et la faiblesse d'un témoignage, c'est-à-dire que si vous aviez juste écrit la théorie, bon, on aurait dit il est gentil, il émet une théorie, mais quand même, elle est étayée par ces témoignages. Donc effectivement, on est encore dans une sorte d'enquête, on est encore dans une sorte de j'allais presque dire, nouvelle science, parce que vous faites ça quand même très carré. On va parler tout à l'heure des questionnaires que vous pouvez donner à la fin d'une séance de TCH, mais tout ça, c'est loin d'être fait au hasard. Alors après, effectivement, quand on va au Québec, c'est des pays open mind. C'est pour ça que j'ai mis open mind aujourd'hui. C'est très ouvert et ça pose pas de difficultés. Il faut savoir que dans les études médicales aux États-Unis et au Québec, on parle de corps spirituel, on parle de corps d'énergie, ce dont on parle pas encore forcément en France dans les études conventionnelles. J'ai rien contre l'École nationale de santé publique, rassurez-vous. Mais bon, il y a moyen d'introduire. Et eh bien, on a parlé tout à l'heure, conscience extraneuronale, c'est un concept que vous avez travaillé, effectivement, et puis vous avez décidé de faire aux gens l'expérience de cette conscience, à travers effectivement des séances de TCH, de transcommunication hypnotique, et là, bah, j'arrive à vous demander, mais ça se passe comment ? Comment ça se passe une séance de transcommunication hypnotique ? Ah oui, ben c'est une technique qui a été... s'est amélioré au fil du temps, en fonction, c'est totalement empirique. Donc, au début, quand j'ai commencé, c'était au Canada et ça s'est fait sur des chaises et il n'y avait pas de musique et bon, ma technique d'hypnose n'était pas au point. Enfin bon,
c'était les balbutiements. Ensuite, je suis parti, j'ai fait quelques séances en France, sur l'île de la Réunion. Mais j'étais pas satisfait parce que j'avais pas un pourcentage très intéressant de personnes qui avaient des expériences intéressantes. En gros, je devais avoir 25% de personnes qui disaient avoir rencontré un défunt, que ça les avait apaisés. Donc je voyais quand même que c'est intéressant. Mais qui aurait participé à un atelier où il n'y ait que 25% de réussite? Pas grand monde. Donc je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va falloir que j'abandonne cette idée parce que j'ai pas de résultats suffisamment probants. Et puis il y a eu cette rencontre avec Marc Leval. Marc Leval qui lui est un joueur de rugby, un fonceur, et qui est donc un homme de télévision et de médias, qui est passé à peu près sur toutes les grandes chaînes de télé en France et sur les grandes radios. Et il était salarié d'une belle radio. Sud Radio, c'est une radio nationale, donc il avait un poste de salarié. Je dis ça parce qu'il s'est quand même mis en danger. Et il me recevait très souvent pour... chaque fois que j'avais un livre à présenter, il me recevait parce qu'il était passionné par ce sujet. Les expériences de mort provisoire, ça le passionnait. Et chaque fois que je sortais un livre, c'était son invité. Et puis un jour, le dernier livre, donc, justement, c'était la mort expliquée aux enfants. Il me dit, c'est quand même dommage, on n'a pas assez d'antenne, ce livre est très important, il va changer un peu la mentalité des gens, des parents, des enfants, bien sûr. C'est dommage. Vous allez faire des conférences, etc. Ah, ben, oui, mais pourquoi vous n'organiseriez pas vous-même des conférences et je vous fais une tournée gratuite avec vous, voilà, si ça vous dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... Oui, c'est encore une fois... Il me regarde comme ça, il me dit « Banco, on le fait ». Il monte sa société, ABC Talk, et il part, et on part en tournée, on fait la tournée comme ça pour présenter ce livre. Et puis il me dit, mais vous n'avez pas d'autres projets? Je lui dis, si, il est à TCH. Il me dit, mais et alors, vous en êtes où? Ben, je manque de moyens. En fait, il me faudrait... et qu'est-ce qu'il vous faudrait? Ben, dans l'idéal, il me faudrait, voilà, il me faudrait 30, 40 personnes qui soient reliées à ma voix, avec un casque, de la musique, une table de mixage. Et là, je pense que j'améliorerai mes résultats. Il me regarde comme ça dans les yeux pendant 10 secondes, il me dit, Banco, on y va. On y va, je lâche tout, je lâche mon métier, je pars avec vous. Voilà, ça c'est quand même... Ah oui, oui. Il a eu un danger. Couillu le caribou. Oui, oui, non, c'est bien. Voilà. Ah, et oui. on est parti, on a fait les premières séances avec des résultats qui étaient déjà incroyables. Et puis, Étienne Dupont, qui était l'ingénieur du son de Sud Radio, voit ça, il dit, mais c'est passionnant, c'est un truc ce que vous faites là, c'est étonnant. Il participe à quelques séances et il dit, ben, je pars avec vous. Moi aussi, je démissionne de mon poste de Sud Radio et je pars avec vous pour faire le son. C'est moi qui vais m'occuper du son. Et voilà. Et ça fait donc, ça va faire 4 ans que ça dure. Ça vous a mis un petit peu la pression aussi. Ah oui, mais c'est bien. On a parcouru les grandes villes de France, on est allé en Belgique, en Suisse, au Canada. Et vraiment, là, c'est exponentiel parce que c'est comme tout. Plus on pratique et plus on s'améliore. Donc, la TCH de l'année dernière, elle n'a rien à voir avec la TCH qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est encore amélioré. Puis, c'est le retour des gens qui nous permettent de nous améliorer. Donc, voilà. On va parler du retour, mais j'allais presque dire, avant le retour, parlons de l'aller. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand on fait une TCH? On rentre dans une salle avec plein de... Je vais vous montrer, les amis, avec plein de belles tables, pardon, pas de tables, je sais pas, c'est des fauteuils, oui, très confortables, a priori. Oui, ce sont des fauteuils. Alors, là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais derrière, il y a des tables. Oui. Et encore derrière, il y a des chaises. Parce qu'il y a une première partie où les personnes sont installées sur des chaises. Et ils ont face à eux un petit pupitre avec de quoi écrire. Oui. Puisque Marc Leval, enfin, c'est très codifié. Dans un premier temps, il y a l'accueil d'Étienne. Alors Étienne, c'est quelqu'un de remarquable parce que il est capable d'écouter les gens. Il a une facilité d'écoute et d'empathie exceptionnelle. Même nous, quand on est fatigué, eh ben lui, il y est encore, il discute avec les gens. Donc, il accueille les gens. Et il les accueille très bien, il les décontracte, etc.
Ensuite, il y a Marc Leval qui arrive et qui fait 20 minutes de présentation, il installe les gens, il les décontracte parce qu'ils sont crispés les gens, certains ont qu'est-ce qui va se passer, c'est la peur de l'inconnu. Bon, Ah oui, oui, oui. donc il les décontracte, il raconte des anecdotes de la TCH avec un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté, quoi, pour mettre un peu de légèreté dans tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants, il y a des gens, c'est très melting pot, hein. Il y a des scientifiques qui viennent voir comment ça se passe, il y a des hypnos qui veulent savoir quelle est la technique que j'emploie, il y a des médecins qui ont constaté que leurs patients avaient pu abandonner leur traitement psychotrope parce qu'ils avaient assisté à une séance qui les a guéris en une seule séance. Donc ils viennent voir ce qui s'est passé quand même avant de c'est gênant, oui. Ouais, voilà. Il y a aussi des adolescents qui viennent faire une expérience, parce que les adolescents adorent faire des expériences. Il y a des parents jeunes qui ont perdu des bébés, par exemple. Enfin, il y a tout ce mélange de population qu'il faut savoir entourer psychologiquement de façon convenable. C'est-à-dire ne pas être trop dans la gaudriole non plus, ne pas être trop dans l'humour non plus, sans être trop dans la solennalité, parce que si on est trop solennel, eh ben, aussi ça met trop de lourdeur. Donc il y a toute cette légèreté et qu'il faut avoir tout en étant sérieux, en donnant une image de sérieux. Et ça, Marc sait faire, parce que Marc, c'est un homme de communication, il sait parfaitement faire les choses. Donc une fois qu'il a fait ces 20 minutes comme ça, où il raconte des trucs un petit peu, il a quelques gimmicks, on va dire, qui permet de décontracter l'atmosphère. Donc à ce moment-là, je fais mon entrée, je salue individuellement les gens en leur serrant la main. Je tiens beaucoup à faire ça parce qu'il y a une relation individuelle avec les gens. On se regarde dans les yeux, on se serre la main, et déjà il y a une communication énergétique qui se fait. Ensuite, je fais mon petit topo qui dure à peu près 25 minutes où j'explique en gros comment va fonctionner la séance, qui est la CAC et la CIE, la TCH, comment ça fonctionne, bien que Marc ait déjà bien dégrossi les choses. Et puis ensuite, ils font une pause, parce que là déjà ils ont reçu des informations, donc on fait une pause de 5 minutes. Et ensuite, alors, on fait l'expérience. Mais avant de faire l'expérience ensemble, on fait un égrégore de prière, donc on se tient par la main d'une certaine façon. On met la paume de la main gauche vers le haut, elle reçoit les énergies, la paume de la main droite vers le bas. On fait une chaîne comme ça et on demande à nos guides de nous protéger. On demande à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que l'atelier se déroule de la meilleure des façons possibles. On rappelle que nous sommes là en toute humilité, qu'on ne veut déranger personne, qu'on espère simplement avoir des messages de l'autre monde, des messages personnels pour nous, ou alors la visite de nos défunts que l'on espère. Voilà. Et on se concentre pendant 1 minute sur ces intentions et sur ces remerciements. Et on fera la même chose à l'issue de l'expérience pour remercier les messages que nous avons eus et ceux que nous aurons après l'atelier, parce qu'il y a aussi pas mal de messages qui se donnent sous forme de synchronicité, de rêve, etc. Et ensuite, donc, on est parti pour la séance d'hypnose. Donc, les gens ont une ultime vérification avec Marc du casque, puisqu'il faut bien vérifier toutes les connectiques, etc., qu'il n'y ait pas de problème pendant l'atelier. Donc, on vérifie aussi la position, c'est important, puisque du casque, parce qu'il faut que l'oreille gauche soit sur l'oreille gauche et la droite sur la droite, puisqu'il y a un effet relief de l'hypnose qui va jouer aussi. On fait passer le son, on alterne cerveau droit, cerveau gauche, pour renforcer l'effet hypnotique. Et là, on est parti pour... Alors, ça peut être 1h15, ça peut être 1h30, ça peut être 1h10. Je ne lis aucun texte. Donc, moi aussi, je me laisse porter par les énergies de la salle, par mon intuition personnelle. Et Étienne, qui est avec moi, connaît très bien. On a fait on a dépassé 10 000 participants, 13 000 aujourd'hui. Donc, on commence à avoir l'habitude et à avoir des réflexes. On n'a même plus à se parler. Il sait, par les intonations de ma voix et par voilà, les petits trucs qu'on a ensemble, à quel moment il faut mettre plus d'aigus, plus de graves, à quel moment ça va descendre en vibration, à quel moment il y aura des infrasons, à quel moment il y aura certains bruitages qui vont se faire. Enfin, il connaît tout parfaitement puisqu'il a sa table de mixage et il a le son, plus des bruits qui sont aussi donnés dans la session et tous ces bruits, toutes ces musiques n'existaient pas au début, ça a été rajouté après
Et c'est pour ça que nous avons des résultats qui s'améliorent, effectivement. Les résultats s'améliorent en fonction des retours qu'on a, parce qu'on tient compte de tous les retours. Et donc, une fois qu'on a fini ça, bon, les gens sont un petit peu... certains ont même du mal à sortir de l'hypnose tellement ils se trouvent bien. Alors bon, il ne faut pas faire peur aux gens, on sort toujours de l'hypnose. Hein. Oui. J'interviens, bon, je fais quelques manipulations lorsque la personne est encore en hypnose et qu'elle est avec son casque et qu'elle peut enlever, mais jamais personne n'est resté à vie sur son fauteuil, ça n'existe pas. Bon, on sort toujours de son hypnose, même si je n'intervenais pas, la personne au bout d'un moment, elle va s'enlever le casque et le masque et puis elle va rentrer chez elle, ça c'est sûr. Mais j'interviens quelquefois parce que des gens se trouvent tellement bien Oui. dans cet état-là qu'ils ont une appréhension à revenir à un état de conscience normal. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on refait l'égrégore de remerciement. Et après, c'est ça qui est intéressant, pour nous, en tout cas. J'allais dire, oui, après. C'est le débriefing. Parce que bon, il y a ce questionnaire qu'ils doivent remplir pour l'étude que je fais. Questionnaire qui est très complet, avec des cases qui ont été rajoutés, parce que, effectivement, c'est il y a eu des expériences hors cadre, oui. plus que ce qu'on pensait au début. Et puis, donc, il y a ce débriefing oral, où là, c'est vraiment formidable, parce qu'on fait passer le micro, et c'est très émouvant. C'est très émouvant, parce que là, on a des gens qui ouvrent leur cœur, et c'est d'ailleurs assez surprenant. Au début, on ne faisait pas ça. Au début, on faisait que lire les témoignages des gens qui nous rendaient leurs feuilles. Et là, c'est différent. Les gens parlent, et on n'aurait jamais pensé qu'ils se seraient autant livrés, qu'ils auraient autant ouvert leur cœur en public. C'est pas évident quand même, c'est avec des personnes qui ne connaissent pas. Ouais. Là, ça s'ouvre d'une façon incroyable. C'est-à-dire que les gens racontent, ils tremblent, ils pleurent quelquefois en racontant ce qu'ils ont vécu tellement ça les a émus. Et bon, il n'y a aucune obligation de parler. Quand on a le micro, c'est vrai qu'on est 43 ou 40, il ne faut pas le garder 10 minutes, sinon c'est pas possible. Mais en 1 minute, on peut dire ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Et là, ensuite, on pourra ensuite m'écrire par mail. Et je diffuse tous ces témoignages sur Facebook, qui sont largement repris par les réseaux sociaux. Je ne les publie que s'ils sont signés, par leurs auteurs, parce qu'au début, mes détracteurs me disaient, mais c'est pas possible. Il invente des témoignages. Voilà, il invente des témoignages. Voilà, comme si j'allais inventer des témoignages pour faire du business. Voilà, et alors, c'était leurs arguments. Donc, je ne publie les témoignages que s'ils sont signés par leurs auteurs. Comme ça, on peut les vérifier. Et puis, ce sont des amis Facebook, donc quelquefois, ils répondent eux-mêmes aux réactions qu'il y a sous les témoignages. Donc, on voit bien que c'est eux qui les ont écrits. C'est pas moi, ni Marc, ni Étienne. Oui, ni tous vos amis. Hein. C'est des gens que vous ne connaissez pas depuis le temps. Ah oui, ils sont même allés jusqu'à dire qu'au débriefing, on payait des gens pour qu'ils racontent des histoires. Enfin, ah oui. Ah oui, c'était vraiment... Ah non, mais quand on veut pas, on veut pas. Hein. Ouais, oui. Bon. Ben, c'est comme si dans des séances de médiumnité, on disait qu'il y a des complices. Mais vous savez que moi, c'est ce que je pensais au début. La première fois où j'ai assisté à un show comme ça avec un médium, c'était Henri Vigneault, et il était tellement précis dans ses signes de reconnaissance et dans ce qu'il disait que je me disais, ces gens sont des complices. Et après, je me disais, mais c'est pas possible, il y en a partout des complices, comment il fait pour payer tous ces gens, quoi, c'est pas... Donc, avec la logique des choses, on se dit, mais non, c'est pas possible. Et puis après, c'est tombé sur moi, où il m'a pris pour cible, et il a raconté des trucs que j'étais seul à connaître. Alors là, j'ai dit, non, là, il se passe quelque chose. C'est là que j'ai commencé à comprendre que la médiumnité, c'était peut-être une réalité, et que c'était pas qu'une imposture. Et je crois que les gens qui font la TCH, quand ils n'ont pas participé à une séance, ils peuvent se poser la question. On peut se poser la question, mais dire qu'est-ce que on peut se poser la question, certains se sont posé la question de dire oui, quand on est en hypnose et en transe hypnotique, on peut faire ce qu'on appelle des inductions. Mais c'est-à-dire, je vois ça moi sur des gens qui font des hypnoses soi-disant de vie antérieure. Alors il y en a qui font ça très bien, et puis il y en a qui disent ne seriez-vous pendant l'hypnose, ne seriez-vous pas dans l'espace? Et là on commence à introduire chez les gens le concept qui sont ailleurs. C'est pas du tout le cas dans la TCH. L'expérience elle est libre. Vous laissez les gens libres de faire l'expérience qu'ils veulent. Ce qui d'ailleurs va nous intéresser maintenant, parce que du coup, on est passé de... C'est ce qui prouve d'ailleurs que vous les laissez faire l'expérience qu'ils veulent. On est passé d'une TCH qui au départ
avait une volonté d'aider les gens à communiquer avec les défunts, alors qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de paraphénomènes qui arrivent autour de cette TCH, et des gens qui vivent des choses qu'on, j'allais presque dire, pas directement lien avec les défunts. Pouvez-vous nous donner quelques exemples, comme ça? Tout à fait. Alors, oui, il y a beaucoup d'exemples, mais il y a des grandes familles, disons, de ressentis par rapport à l'expérience TCH. Il y a d'abord une chose qui bouleverse aussi la notion de l'hypnose, c'est que on pouvait penser que, selon Freud, l'hypnose était une résurgence de souvenirs enfouis qui revenaient lors de l'hypnose. Ouais. Et là, on a tout un tas de témoignages, on a tout un tas de preuves que les informations qui sont recueillies sous hypnose n'étaient pas connues de la personne qui reçoit cette hypnose. Donc, ça ne peut pas être des souvenirs enfouis puisque les informations sont inconnues. Alors, pas connues dans le passé et parfois pas connues dans le futur, puisqu'il y en a qui voient leur futur. Il y en a qui voient leur futur. Par exemple, il y a une dame qui a vu son futur compagnon, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle le voit, elle ne comprend pas. Là, vous avez tous les célibataires de France qui vont venir faire de la TCH, là. Or, plusieurs mois après, elle rencontre cet homme et elle le reconnaît tout de suite. Elle va vers lui et ils vivent ensemble maintenant. Il y a une dame comme ça qui a vu un chien. Alors, elle nous l'a dit au débriefing. J'ai vu un chien jaune avec des yeux blancs. Elle dit, mais pourquoi j'ai vu ce chien? Et puis elle était très déçue parce qu'elle était venue pour voir ses défunts. Elle voit ce chien qui est dessus partout. Oui. Et en fait, elle m'a ensuite envoyé la photo que j'ai postée sur Facebook. Elle a recueilli ce chien, elle l'a rencontré dans son futur. Il n'existait pas dans son cerveau. C'était un vieux chien, effectivement, il a le poil jaune parce qu'il est vieux, donc du blanc c'est devenu jaune, et il a la cataracte. Il ne voit presque plus, donc il a les yeux blancs. Il était perdu, ce chien. Elle l'a recueilli tout de suite. Donc c'était une image de son futur. Les gens peuvent se voir évoluer dans des futurs, dans des lieux, des situations différentes. Ils peuvent se voir évoluer en exerçant un métier différent aussi. Et avec le recul qu'on a, on a un certain nombre de validations, de personnes qui sont devenues médiums, magnétiseurs, grâce à la TCH, parce qu'ils ont senti de la chaleur, par exemple, dans leurs mains. Ouais. Ils ont compris qu'ils allaient pouvoir soigner avec leurs mains. Alors, je leur dis, si vous avez un ressenti au niveau d'une main, des vibrations ou quoi, essayez au moins. Quand quelqu'un a mal, vous mettez vos mains dessus, peut-être on a... Exact, vous posez pas de questions, faites-le. Il y en a qui font du remote viewing, c'est-à-dire qui arrivent à voir à distance des tas d'événements. Ah oui, des événements, mais très précis. Par exemple, cette dame qui voit son fils revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris, qui court dans une grande surface et qui se dit, mais elle était inquiète, elle lui tardait de rentrer chez elle, et puis elle rentre chez elle. En même temps, se gare son mari, descend de la voiture, son fils qui était revêtu de cette tenue improbable quand même, qu'elle n'avait jamais. Il venait de lui acheter cette tenue dans le supermarché. Donc ça, c'était pas non plus dans son cerveau. L'information n'était pas dans son cerveau. Alors je vois vos détracteurs dire oui, mais machin, enfin, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on cumule ce genre de preuves, même si ce sont des témoignages, il y a quand même un moment, dans l'anthropologie, où quand on recueille des témoignages, on est obligé de dire qu'il se passe quelque chose. Oui, mais comme Nicolas Fraisse, il le fait, lui, sans hypnose. Alors, Nicolas Fraisse, c'est quelqu'un, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a travaillé avec l'Institut de Noétique autour des voyages astro. Alors, c'est intéressant, ça, parce qu'en TCH, j'allais vous poser la question. La première étape d'une NDE, je vais continuer à appeler ça expérience aux frontières de la... Non, vous m'avez dit CMP, mort provisoire. EMP, expérience de mort provisoire. Dans une expérience de mort provisoire, la première étape, c'est la décorporation. C'est-à-dire le fait qu'on quitte notre corps, certains vont vous parler de corps astral, enfin on s'en fout les noms, mais globalement, on se voit au-dessus de son corps. Est-ce qu'il y a des gens en TCH à qui ça arrive? Ah oui, tout à fait. Ils voient, l'hôtel en général, et quelquefois, ils voient des détails. Par exemple, il y a une personne qui a vu le toit de l'hôtel, elle a pu le dessiner. Et c'était le toit qui avait une certaine forme géométrique qu'on ne pouvait pas anticiper en étant à l'intérieur de l'hôtel. Elle a vu la forme géométrique du toit quand même. Et elle a vérifié sur Google Maps. Après, elle a dit, mais c'est bien ce que j'ai vu cette forme géométrique. Donc, il y a cette possibilité. Il y a aussi des possibilités d'être connecté à ce que j'appelle... Erwin Laszlo appelle les champs akashiques, Robert Sheldrake les champs morphogéniques, mais moi j'appelle la conscience universelle, à des grands archétypes.
des grands enseignements qui sont donnés, des grandes recommandations qui sont données. Alors c'est toujours les mêmes, c'est ce qui compte le plus sur cette planète, c'est l'amour inconditionnel. On est venu en mission pour ça. Deuxième chose, attention à la planète, on se comporte trop mal avec notre planète, donc avec des valeurs écologiques, avec des visions de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, d'inondations, etc. Donc comme des avertissements. Attention aux animaux aussi, on se comporte trop mal avec nos animaux, avec des alertes très fréquentes en ce moment sur les abeilles et sur les poissons, sur les baleines et sur les dauphins. Et puis un autre message qui est beaucoup plus difficile à comprendre, mais enfin il est donné en TCH aussi dans l'expérience de mort provisoire. Ils nous disent de l'autre côté, rien n'est grave, tout est juste, amusez-vous, vous êtes là pour faire des expériences. Et plus ces expériences sont difficiles et compliquées et douloureuses, et plus on progresserait au niveau de notre âme, plus on progresserait au plan spirituel. Donc c'est très difficile à avaler quand on est dans l'épreuve, mais il y a cette ça pose la question du libre arbitre et ça pose surtout la question philosophique qui est ouverte dans le courant miracle, qui est ce monde est une illusion créée par nous-mêmes pour qu'on expérimente notre propre divinité, j'allais presque dire. Exactement. Alors on a l'explication que quand on est dans l'autre plan, mais quand on est sur ce plan vibratoire très bas, eh ben, on est dans l'épreuve tout simplement, on l'a subi, on trouve que c'est injuste, c'est grave. Bon. Alors que il semblerait que non, que ça soit donc dans un plan et que ça soit finalement des opportunités pour que notre âme grandisse spirituellement. Alors c'est vrai que c'est très difficile à comprendre. Et puis il y a aussi des visions du passé. Alors des gens peuvent être dans une période de leur passé, de leur enfance, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ont vu cette période-là de leur enfance très précise, et puis ils auront l'explication après. Ils m'écrivent après, ils disent « Ah oui, mais je sais pourquoi on m'a montré ça, j'ai l'explication, j'ai compris pourquoi cette période de mon enfance que j'avais oubliée a ressurgi pendant la TCH. » Et puis aussi, on a des gens qui ont carrément des régressions, c'est-à-dire qui se voient évoluer dans des vies antérieures, qui voient les circonstances de leur décès, qui peuvent expliquer certaines angoisses inexplicables jusqu'alors ou certaines phobies qui étaient inexplicables jusqu'alors. Par exemple, il y a ce monsieur qui se voit dans la mer avec un bâtiment en bois ancien, un voilier, avec des boulets de canon qui arrivent dessus. Il y en a un qui finit par le tuer et il a l'explication. Il sait pourquoi il a peur des bateaux, il sait pourquoi il a des angoisses dans les ports, parce qu'il y a eu cette vie antérieure probable. Et avec des reconnaissances d'âme aussi, des gens qui sont reconnus dans des vies antérieures comme étant soit des compagnons, soit des frères ou des sœurs qui ont vécu déjà dans des vies antérieures avec eux. Donc, il y a une richesse vraiment. C'est génial. Ce que le médium et Channel en moi aiment beaucoup, c'est qu'au début, vous faites appel, en tout cas aux guides, à des esprits lumineux. Ce qui est bien, ça peut éviter, j'allais presque dire, de faire des expériences dans le bas astral, c'est-à-dire de faire des bad trips en TCH. Je ne sais pas si ça existe, ça, par rapport au NDE, où il peut y avoir des NDE négatifs. Est-ce que vous avez des TCH négatives? On a eu aussi des expériences, notamment, on a eu dans des lieux particuliers qui étaient chargés, on ne savait pas, on a eu l'imprudence de ne pas se renseigner avant. Et par exemple à Nîmes, on a fait la séance dans un hôtel où on l'a su après avait eu lieu le massacre de Capucins, et on a eu des gens qui ont eu des visions incroyables d'hommes avec des capuches, avec des habits en bure qui étaient décapités, qui étaient mutilés, certains criaient délivrez-moi. Enfin, c'était des TCH qui étaient assez déplaisantes. Et on a eu aussi à Saint-Hippolyte, on a eu des enfants qui sont venus et qui n'étaient pas connus des TCHistes. Et en fait, il y a eu dans cet hôtel, ou pas très loin, il y a eu donc des enfants qui sont morts sous les obus des Alliés parce qu'ils étaient là pour être protégés. Et en fait, c'est les obus des Alliés qui les ont tués, alors qu'ils étaient censés être protégés par eux. Donc, oui, il y a eu des expériences négatives, il y a eu des choses qui se sont produites. Alors, protection, je fais une protection personnelle, puisque un an avant que je débute ces ateliers de TCH, Michel Ricard, mon ami, qui était médium, la doyenne des médiums, elle est partie un an après pour l'autre monde, à l'âge de 93 ans, et un an avant de partir, et un an avant que je débute cette TCH, elle me remet la prière du Padre Pio en me disant « Tu vas en avoir besoin bientôt parce que tu vas contacter l'au-delà.
Je dis, la pauvre, elle est bien fatiguée, elle dit n'importe quoi. C'est sûrement l'âge, mais j'ai pris sa prière. Et en fait, elle avait raison, une fois de plus, puisque je lis cette prière à titre personnel avant chaque atelier. Bon, je ne fais pas de prosélytisme, donc je la lis pour moi. On fait ensuite ensemble ce protocole chamanique de protection, ça d'accord, ok, mais je ne vais pas imposer le Padre Pio à tout le monde. Donc, le Padre dont on a parlé dans une émission précédente, donc mes auditeurs le connaissent maintenant, le Padre Pio pour ceux qui ne le connaissaient pas. De surcroît, je crois que vous avez même préfacé un livre sur le Padre, non? Oui, le livre de Madame Drapeau, qui a écrit un livre sur, puisqu'elle reçoit, elle est canale, elle reçoit des messages du Padre Pio régulièrement, donc elle en a fait un livre. Mireille Drapeau a fait ce livre, et bon, il est tout à fait intéressant parce que c'est des grands messages spirituels qui sont donnés, et j'encourage les gens à le lire parce que c'est vraiment très bien ce qu'elle a écrit. En fait, c'est pas elle qui l'a écrit, hein, c'est le Padre. Elle a été le canal, et alors ça m'est arrivé d'avoir des messages du Padre, d'ailleurs certains sont sur mon site, peu importe, mais justement je posais une question parallèle à tout ça. Est-ce que vous avez dans les TCH, alors je connais la réponse mais je la pose quand même, des gens qui contactent des anges et des archanges ou des maîtres d'ascension? Oui, tout à fait. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que souvent il y a des images mariales, archétypales, le Christ, Jésus, chez des gens qui ne sont pas forcément croyants ou catholiques. Alors ils sont étonnés, pourquoi j'ai vu le Christ, pourquoi j'ai vu Marie. Ils sont tout à fait étonnés de ça, quoi. Ils disent, mais comment ça se fait, je reçois ce message-là, c'est tout à fait bizarre. Et ces gens, évidemment, communiquent leur enthousiasme au moment du débriefing. Et on est très ému chaque fois quand on a ce genre de message. Il y a aussi autre chose qui se produit lors des TCH, ce sont des guérisons. Alors ça, c'est nouveau aussi. Des gens disent recevoir des soins énergétiques lors de la TCH. Ils sentent des vibrations, ils sentent des chaleurs. Mais ce n'est pas très étonnant parce qu'on a l'impression que vraiment quand on est connecté dans cette conscience intuitive extra-normale, on a des capacités de guérison. Cet état de méditation qui nous relie à quelque chose améliore notre santé. C'est d'ailleurs ce que va montrer le professeur Blackburn au Grand Rex de Paris le 28 septembre, puisqu'elle a reçu un prix Nobel pour ça. Elle a montré que la méditation augmentait la taille de nos télomères. Les télomères, ce sont des protéines qui protègent nos chromosomes, qui sont dessus comme des petits boucliers, et qui diminuent leur épaisseur au cours du vieillissement. C'est pour ça qu'on tombe malade d'ailleurs. Et donc elle a montré que des gens qui priaient, que des gens qui méditaient, augmentaient la taille de leur télomère. Donc là, c'est la preuve matérialiste absolue de dire que la méditation, voilà, ça nous fait du bien. Et dans l'expérience de mort provisoire, on a aussi des guérisons inexpliquées, comme dans le cas d'Anita Morjani, qui revient guérie d'un Hodgkin de haut grade, de façon inexplicable, après avoir vécu son expérience quand même, avec des tumeurs médiastinales de la taille d'un pamplemousse qui ont fondu. Et Ben Alexander aussi, il a guéri de sa méningoencéphalite en allant sur l'autre plan. Et là, en TCH, on a aussi ça, on a des gens qui sont connectés, et on a des gens qui reviennent en disant, mais je ne ressens plus ma douleur de l'épaule que j'ai depuis des années. Comment ça se fait? Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, on ressent en général des chaleurs ou des vibrations, même des douleurs dans la région malade, et ensuite on ressort de là, on est apaisé ou on est carrément guéri de cette douleur. Donc ça, c'est complètement nouveau. C'est inexplicable, mais c'est complètement nouveau aussi. Alors c'est nouveau et c'est un phénomène qui n'est pas répandu que dans la TCH, puisqu'on voit de plus en plus de ces guérisons, j'allais presque dire spontanées, arriver. C'est comme si ce qui nous limitait dans le champ d'information auparavant, c'est-à-dire que ce bon vieux cerveau gauche qui nous disait je ne guérirai jamais, je ne guérirai jamais, il finit par lâcher prise au cerveau droit qui dit non, mais c'est juste une information, hein. On va télécharger un nouveau programme, on va enlever l'ancien, et on se retrouve de plus en plus avec des gens comme ça qui vivent ce genre de phénomène. Et la TCH, alors la TCH, votre prochain livre il s'appelle Devenez hyper conscient. Mais la TCH donc introduirait cette hyper-conscience. Voilà. En fait, on a tous en nous cette capacité d'être hyper-conscient à condition de faire taire ce bruit assourdissant de cette conscience analytique cérébrale. Et dès qu'on est connecté, on devient hyper-conscient. En fait, c'est l'inverse de ce que l'on pensait. Autrefois, on disait, oh oui, on n'utilise qu'un certain pourcentage du cerveau, et si on utilisait tout, on serait encore plus fort. En fait, c'est l'inverse.
plus on ralentit cette activité cérébrale, et plus, hop, on est connecté, et plus on a cette possibilité d'être en conscience intuitive extra-neuronale. C'est un champ d'information qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand que la capacité de notre cerveau. Qui est très réduite. Elle est encore inexplorée. Bah, bien sûr. Elle est tellement ridicule et tellement réduite qu'on ne sait même pas comment elle fonctionne. C'est-à-dire à quel point on a du progrès à faire quand même. Il m'arrive de dire que le cerveau, c'est comme un modulateur démodulateur, un modem, un disque dur dans un ordinateur, alors que si on échappe à ça, en conscience extraneuronale, on peut être dans le cloud, c'est-à-dire dans un truc tellement plus vaste. Exactement. On a un petit récepteur là, et on croit que c'est le récepteur qui fabrique les informations. Pim van Lommel l'a dit aussi. Pim van Lommel, je rappelle qui c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un psychologue, et c'est lui qui a, je dirais, fait avancer le premier de ses expériences en publiant dans The Lancet une étude sur 344 cas d'arrêt cardiaque documentés, et il a montré qu'il y avait 12% de personnes qui avaient fait des expériences. Il a pu donc argumenter dans la tête en étant lui aussi un défenseur de la théorie extraneuronale de la conscience. Quand même. Et lui, il avait pris cette métaphore, il avait dit elle est excellente, elle rejoint un petit peu celle que vous venez de donner. Il dit le cerveau, c'est comme un poste de télévision, et croire que l'émission est fabriquée par le poste de télévision, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on pense que c'est le cerveau qui fabrique la conscience. Ouais, il y a un médecin qui a travaillé ça avec les enfants, vous connaissez, c'est le docteur Melvin Morse. Oui, que j'ai rencontré. Dans son livre La Divine Connexion, il explique aussi que des enfants totalement, j'allais dire, innocents, à qui on n'a pas encore appris ce qui pouvait exister ou n'existe pas, j'allais dire, ont accès à des choses incroyables. Oui, tout à fait. Et les enfants, voilà, les enfants sont connectés. Ils ont très peu de conscience analytique cérébrale, elle n'a pas encore été formatée à exclure les informations. Parce que la conscience analytique cérébrale exclut les informations. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, eh bien, votre CAC va changer des lignes. Elle va le CAC, on peut repréciser ce que c'est? Conscience analytique? Conscience analytique cérébrale, qui est reliée à nos cerveaux et qui analyse tout, et qui va analyser, filtrer les informations, supprimer celles qui sont dissonantes pour les remplacer par d'autres, pour rendre la chose acceptable en fonction de nos apprentissages. Mais tout ce qui est non conforme va être éliminé. Et je disais, c'est le principe de l'illusion d'optique, parce que l'image que vous allez voir n'existe pas, elle est conforme à la réalité. Et dans l'expérience de mort provisoire, il y a très peu de personnes qui ont raconté ces expériences, 12 à 18% d'adultes, tout simplement parce que tout est rejeté, mais 100% des personnes font l'expérience. 65% d'enfants, d'après l'étude de Melvin Morse, justement, racontent cette expérience, tout simplement parce que les enfants n'ont pas encore formaté leur conscience analytique à exclure les informations. Et d'ailleurs, les enfants jouent souvent avec des amis invisibles, ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieure, et puis après tout ça, évidemment, disparaît parce qu'on leur dit à la maison, et puis à l'école, et puis à l'université, et puis pour médecine, alors on n'en parle pas, puisqu'on nous explique que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques, tout ça est évidemment éliminé. Oui, donc c'est quand même réducteur, hein. Donc ça me transforme un peu en esclave. On a aussi des cas un petit peu particuliers, je ne me souviens plus du bouquin, mais d'une personne qui a étudié des enfants Asperger ou autistes particuliers, qui avaient eux aussi ont fait un scan de leur cerveau, et j'allais presque dire au point de vue cérébral, on pourrait dire qu'ils sont morts, tellement il n'y a pas de mouvement, et pourtant ils vivent des choses extraordinaires, ils se déplacent normalement, et la science devrait dire, je suis désolé, normalement ils ne devraient pas marcher, ils ne devraient pas courir, ils ne devraient pas voir, mais tout marche. Et il y a aussi les hydrocéphales. Les hydrocéphales, ce sont des patients qui ont très peu de cerveau, parce que tout simplement, les ventricules sont gorgés de liquide, et il y a très peu de matière cérébrale. Et il y a des hydrocéphales qui ont un coefficient intellectuel supérieur à ceux qui ont un cerveau normal. Et il y a aussi des gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux importants et qui ont un souvenir intégral de ce qu'a été leur vie. Par contre, lorsque le cerveau dans sa globalité est atteint, comme dans la maladie d'Alzheimer, là vraiment, on a des personnes qui ont une émission qui est correcte sur l'autre plan,
mais le récepteur, la radio, est, voilà, Oui, ouais. Il y a de la friture sur la ligne. Ouais. il y a la friture sur la ligne. Donc ça veut dire que ces personnes-là, sur l'autre plan, elles sont encore intactes, comme chez les comateux d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut... j'avais débuté ces expériences avec des médiums chez les comateux qui ont pu donner des informations. Il peut aussi y avoir des recherches qui devraient être menées. Il pourrait y avoir des recherches qui pourraient être menées de la même façon chez les Alzheimer. Je suis persuadé que les médiums auraient cette possibilité de connexion à la conscience intuitive extraneuronale des Alzheimer. D'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre de médiums comme Christelle Dubois qui ont déjà débuté un travail là-dessus. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça montre que sur l'autre plan, il y a vraiment cette CIE qui est là et elle est éternelle finalement. Elle est au-delà de la mort et puis elle est aussi là dans la maladie, chez les comateux, chez la personne Alzheimer. Donc il faut s'adresser à l'Alzheimer, au comateux, comme si la personne pouvait nous entendre parce que sur l'autre plan, ils nous entendent. Ce n'est pas parce que le poste de réception est brouillé que l'émission n'existe plus. Elle est toujours là. Ouais. Absolument, parce que nous pose la question, mais comment font ces gens-là alors... Mais vous avez raison, il y a un bug dans le programme, j'allais dire, il y a un bug dans le disque dur, et ils ont du mal à analyser, ce qui est d'ailleurs très perturbant. Il y a un autre médecin qui a fait une étude sur les gens qui avaient un Alzheimer avec des localisations dans le temps, où vous avez une dame âgée de 82 ans, perclue de rhumatisme, qui de temps en temps prend la personnalité d'une enfant de 12 ans, et elle a pu un rhumatisme. Elle bouge comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'elle a zéro conscience d'avoir le moindre rhumatisme, et elle danse et tout, et elle revient après dans sa conscience 82 ans rhumatisme. Là, ça pose question aussi. Ça pose question. C'est mieux que ça pose des questions. Ça remet en compte un petit peu les choses. On y est en tout cas. J'allais dire, si les gens veulent faire une TCH avec vous, alors déjà avec vous ou avec d'autres, parce que j'ai vu qu'il y a une école maintenant où il y a un apprentissage de la TCH, l'IRSI. Oui, alors c'est notre institut, l'IRSI, Institut de recherche de communication sur la conscience intuitive extraneuronale, www.com. Dans cet institut, il y a déjà une liste d'hypnothérapeutes qui peuvent faire des préparations à la TCH, qui peuvent faire retrouver les souvenirs perdus en TCH, parce que ça, ils savent faire, c'est leur boulot. Et on les a classés par département. Donc pour être dans cette liste, c'est très simple, il suffit d'être hypnothérapeute, d'être d'accord pour faire ce travail, d'avoir fait au moins une TCH. Donc si on est dans ce cas de figure, eh bien on nous renvoie le formulaire et on est sur le listing, tout simplement parce qu'on voulait éviter que des TCHistes, TCHistes quelquefois ils ressortent de là, ils disent mais il s'est passé des choses. Et ça a duré 10 minutes le truc, mais je comprends pas, j'ai tout oublié parce que il y a dû se passer des choses. J'ai mon masque qui est mouillé, donc j'ai pleuré. On pleure pas pour rien quand on est adulte, donc ils savent très bien qu'il s'est passé des choses, mais elles ont été censurées par la CAC. Donc on peut les retrouver, soit spontanément en faisant de la méditation, soit au moment où on est connecté, c'est-à-dire juste avant de s'endormir, au moment de l'endormissement. Toutes les nuits, on a un petit passage qui dure 1 minute où effectivement on peut voir apparaître des visages ou des choses comme ça, on peut retrouver les informations perdues, mais aussi on peut le faire avec un coach et ce sont les hypnothérapeutes. Alors, si vous allez sur Google, vous tapez hypnothérapeute et puis vous téléphonez au premier hypnothérapeute en disant voilà, j'ai fait une TCH et puis ma CAC est trop bavarde, les informations. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est ce truc? Non, c'est pour éviter simplement que les gens se cassent le nez qu'on a mis cette liste, donc cet institut, et il va y avoir à partir de janvier 2020 des formations individuelles qui vont être faites par des hypnos qui travaillent avec des médecins et qui pourront donc faire de la TCH à titre individuel dans des relations d'hypnothérapeute individuelles, c'est-à-dire on fait l'hypnose conversationnelle avec une technique conversationnelle, c'est-à-dire si la personne part dans un plan, on va pouvoir l'accompagner mieux que quand on est en groupe, puisqu'on va pouvoir individualiser les ressentis de la personne. Mettons qu'elle part dans une vie antérieure, on va l'accompagner là-dedans. Si elle part plutôt dans une relation médiumnique, on va plutôt l'orienter là-dedans, enfin, etc. Donc ça. Et puis, les médecins ont constaté que les patients étaient améliorés, qu'ils pouvaient diminuer leur consommation de psychotropes grâce à ces TCH. Donc, ils veulent faire aussi cette expérience avec leurs patients. Et bon, alors là,
pour ceux qui n'ont jamais le prérequis d'être hypno, il y aura aussi une formation d'hypno qui sera donnée et il y aura aussi donc à rajouter cette formation TCH qui est spécifique à la TCH. Voilà. Tout ça va se mettre en route dès le mois de janvier 2020. Le formateur, ce sera vous? Ah non, moi je ne formerai pas. Je serai pas formateur. Non, non, parce que là, Vous débordez, là. à faire. Donc ce seront des formateurs de formateurs en fait et qui vont être mis en place et donc pour l'instant on ne communique pas là-dessus parce qu'on n'a rien signé encore, mais ça va être imminent. Ça va être imminent au mois de... C'est une excellente nouvelle. Alors, par rapport à la TCH, ceux qui veulent faire une séance, je pense qu'ils peuvent passer par le site abctalk.fr. Oui, alors c'est le site abctalk. Il faut rappeler que on s'inscrit toujours presque dans la nuit, je vais dire, puisque c'est complètement fou. C'est plein très rapidement. Par exemple, on a mis les 11 ateliers du mois d'octobre, on les a mis le 1er août à minuit, et le 2 août, eh ben, les 11 ateliers étaient pleins. Quand on voit qu'il y a 43 personnes par atelier, voilà, ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais il y a mettre l'alarme dans la nuit pour pouvoir prendre leur place. Oui, ils sont nombreux ceux qui veulent faire cette expérience de l'hyperconscience. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses, on va dire, un peu carrées qui le font. Pas carré, il y en a plein, mais un peu carré, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est cool. C'est uniquement le bouche à oreille et c'est les réseaux sociaux, parce que tout le reste, évidemment, les médias ne parlent pas du tout de ça. Parce que, un petit peu, mais pas profondément encore. Non, mais je pense qu'il y a une volonté. Franchement, j'ai réfléchi à la question, je me dis, mais pourquoi y a-t-il cette omerta sur une technique qui apporte autant de bienfaits aux gens, qui a autant de succès? Je pense derrière, il y a les labos pharmaceutiques, tout simplement. Les labos pharmaceutiques, vous savez qu'on a en France le record mondial quand même de consommation de psychotropes. Un Français sur 4 prend des psychotropes, des neuroleptiques, des anxiolytiques, des benzodiazépines, etc. 15 millions de boîtes qui sont vendues par an. C'est un record mondial. Il y a maintenant des enfants qui prennent des antidépresseurs, ça c'est assez nouveau. Quand on trouve qu'un enfant est trop éveillé, on le drogue. Tout ce qui va à l'encontre de cette hyperconsommation et de ce marché très lucratif, là, c'est pour le coup, là, on dit que je fais du business, mais là, pour le coup, le vrai business, il est plutôt de l'autre côté. Il y en a, oui. Là, c'est c'est des milliards. On est en train de parler de milliards. Là. Et comme tous les annonceurs de tous les grands médias, que ce soit des magazines, des télés ou des radios, sont reliés à la puissance des laboratoires, eh bien, tout ce qui doit faire diminuer cette hyperconsommation doit être éliminé. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'homéopathie n'est plus remboursée, qu'on va bientôt interrompre l'enseignement de l'homéopathie à l'université. C'est un truc de fou, ça, ouais. Parce que, tout simplement, ça diminue la consommation de médicaments qui sont beaucoup plus chers. Et avec des moyens beaucoup plus simples, on arrive à apaiser les gens, eh ben, on supprime ça. Je crois que le prochain sur la liste, ça va être l'acupuncture. Et il va se passer la même chose. Ils veulent créer un diplôme d'acupuncteur, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est encore plus compliqué, ouais. Ouais, non, mais ça va. Et là, la TCH qui est en train de naître, qui est en train de montrer, de montrer son efficacité, est la prochaine cible. Et je suis dans le collimateur, je le sais, il y a tout un tas de fusils pointés sur la tête. C'est pas remboursé par la Sécu, je pense qu'ils vont pas vous embêter trop longtemps. Mais et puis ça aura tellement... Ah ouais, mais dans la mesure où ça peut faire baisser le chiffre d'affaires des psychotropes, ça devient un danger. Donc, oui, donc on va lire des articles, TCH, attention, danger. Bah oui, le danger, c'est de s'éveiller, c'est dangereux, c'est vrai. Ça, s'éveiller à une nouvelle conscience, une nouvelle réalité, on peut... Il y a déjà certaines personnes qui font courir le bruit que j'ai une secte et que je suis un gourou. Bienvenue au club, alors bon. Voilà. Donc, non, les attaques sont là. Il faut pas... je pense qu'il faut être... vigilant, il faut être clair aussi. Les attaques sont là, elles sont bien présentes. Et je pense qu'on ne va pas me rater. S'il y a un problème, on ne va pas me rater. J'espère que je ne ferai pas... C'est quand même bien encadré. Encore une fois... Ah oui.
Vous n'êtes pas non plus responsable s'il y a des gens un petit peu perturbés qui viennent vous voir. Non, mais je pense que si jamais j'avais eu le moindre doute d'un moindre danger, j'aurais jamais commencé ces ateliers. Mais il faudrait qu'on me démontre pourquoi la méditation est dangereuse pour quelqu'un, pourquoi elle serait enfin, Et surtout que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre de revues qui expliquent les bienfaits de la méditation commence à être... et effectivement, des articles dans Science, dans le Lancet, donc on commence à en avoir un peu partout. Parce qu'en fait, ce n'est rien d'autre que la méditation dirigée. Ensuite, une fois que la porte est ouverte, les gens vont pouvoir s'entraîner eux-mêmes. Il y a un MP3 gratuit sur le site de l'IRSI. Il y a donc ce vécu qui a été ressenti en TCH qui pourrait être retrouvé aussi par les personnes qui vont se mettre en état de méditation. Ça peut donner envie à une personne de retrouver ces instants connus en TCH. Et peut-être qu'elles n'auront même plus besoin de TCH après, si elles sauront comment se mettre en connexion, comment méditer, comment se relier. J'ai envie de dire souvent, quand on a été connecté une fois, voilà, j'allais presque dire, le chemin neuronal, il est fait instantanément quand c'est ce type de connexion-là. Quand on connaît la route, après, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Est-ce qu'il y a des contradictions à la TCH? Je sais que vous ne prenez pas les enfants en dessous de 18 ans. Ben, ça, c'est pour des raisons justement juridiques, alors que... Bon, vous l'avez dit vous-même, ce serait hyper intéressant. Mais au-delà du fait d'avoir plus de 18 ans, femme enceinte, maladie, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, il n'y a aucune contre-indication médicale à l'hypnose, aucune contre-indication médicale à la TCH. Les émotions qu'on peut recevoir, ben, ce sont les émotions qu'on peut recevoir aussi dans la vie. Hein. Quand on voit apparaître un défunt, ça peut provoquer une petite émotion, le cœur qui s'accélère. Je respecte tout ça dans l'hypnose, mais c'est jamais plus dangereux que dans la vie quand on reçoit une émotion. Donc voilà. Alors en ce qui concerne les enfants, on a eu un enfant très jeune une fois. Alors ça, évidemment, ça avait fait du foin, ouais. De polémique parce que en fait c'est un enfant qui a pu voir sa sœur décédée et il l'a raconté de façon très naturelle à la fin de son hypnose. Et ça l'a pas du tout perturbé, au contraire, ça l'a beaucoup plus. Il était accompagné de ses deux parents. Hein. Il faut que les deux parents soient d'accord, évidemment. Il ne faut pas un seul parent, il faut que les deux parents soient d'accord. Ils ont fait l'expérience avec lui, ils l'ont accompagné. Il faudrait qu'on nous démontre quand même comment cette expérience a pu le perturber. Au contraire, c'est un gosse qui, voilà, il avait tellement insisté pour faire l'expérience qu'il sentait qu'il pouvait la faire. Donc il a médité, il est parti dans un voyage, il a vu sa sœur qui était heureuse, qui a fait des sourires, qui a joué avec lui. Donc c'est beaucoup plus sain, je trouve, et naturel que d'expliquer à son enfant que la petite sœur est dans un cercueil et qu'elle pourrit. Voilà. C'est beaucoup plus apaisant quand même de penser que... Oui, et puis ça lui laisse une idée de la survivance qui va lui enlever cette idée de la mort, oui. Et puis, bon, on a dépassé 13 000. Si une fois on a eu un petit malaise hypoglycémique qui a été réglé avec du sucre, mais voilà, et puis bon... Pas de contre-indication, superbe. J'ai cru comprendre... Pardon. J'ai cru comprendre que... vous avez un très bon taux de réussite et que généralement les gens qui le font 2 fois sont quasiment certains d'y arriver. Et c'est exact. Alors il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a des gens, ça marche très bien une première fois et ça ne marche pas la seconde. Il y a l'inverse aussi qui est, c'est vrai, beaucoup plus fréquent parce que tout ce qui est du côté analytique va être beaucoup plus mis en veilleuse parce qu'il n'y aura pas l'appréhension, on saura comment ça se déroule. Il n'y aura pas cette peur parce que la peur allume la caque, hein, forcément. Ce qui allume la caque, c'est quoi? C'est la peur, c'est le désir d'obtenir un résultat. Donc je leur dis, si vous êtes venu ici avec un objectif précis, un contact avec oubliez ça tout de suite, parce que vous allez allumer votre caque. Vous êtes venu ici faire une expérience. L'expérience que vous allez avoir, c'est l'expérience que vous devez avoir, que l'univers aura décidé pour vous. Elle sera de toute façon celle qui est adaptée à votre âme. Elle sera celle que vous devez avoir le jour J. Et il faudra l'accepter telle qu'elle est. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe rien, comme ça peut être l'expérience, une des expériences les plus marquantes et les plus fortes de votre vie. Donc il faut accepter tout ça. Il faut se laisser faire complètement par ses intuitions, ses perceptions, ses ressentis. Et il ne faut être dans aucune attente. C'est la meilleure
façon d'aborder la séance. Et là, si on est dans cette disposition d'esprit, c'est un jeu de mots, eh ben, il peut se passer des choses incroyables, vraiment, qui nous dépassent, y compris la vision des extraterrestres. Alors ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est assez nouveau. Et c'est depuis Saint-Hippolyte, d'ailleurs, que ça s'est produit. Surtout, c'était en juillet 2018, à Saint-Hippolyte, on a commencé à voir des gens qui voyaient des extraterrestres. C'est drôle que vous disiez juillet 2018, parce que je me souviens de mes guides qui ont dit, après le 18 juillet 2018, vous entendrez de plus en plus parler d'OVNI, oui. Ah oui, eh ben, alors, il se trouve qu'il y a quelques semaines à Saint-Hippolyte, il y a eu quelques centaines de mètres à côté de notre atelier, un crop circle qui s'est dessiné. Alors, celui-là, il n'a pas été authentifié comme étant un canular. Et c'est assez bizarre aussi parce que ça correspond à ce que ce médium Chico Xavier disait. Il disait, lui, que c'était à partir du 20 juillet 2019 et qu'il y aurait davantage de contact avec le monde extraterrestre parce que c'était bon, l'anniversaire de... C'est la date limite, oui, il fallait qu'on tienne 50 ans sans se mettre en guerre et a priori on a tenu. Alors je ne sais pas si on a tenu. Oui, on a tenu. En tout cas, je peux juste vous dire que d'après tous mes guides, on est passé même plus que haut la main. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait passer juste, mais en fait non. L'univers est là. Enfin, c'est mon côté, je vous le dis, mais la conscience universelle est prête. Et ça, c'est génial. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient plutôt parié le contraire. Oui, oui, absolument. Mais non. Donc, on est prêt. Comme vous, je suis plutôt optimiste et je pense que vraiment, ça s'accélère d'une façon incroyable. Et le monde matérialiste, là, il se casse la gueule d'une façon incroyable aussi. Oui. Avec une grande ouverture et des gens qui commencent à donner un pouvoir à leur énergie. Alors, vous voyez donc la TCH, les amis, on est passé au-delà, j'allais dire au-delà de l'au-delà, c'est-à-dire au-delà de la communication avec l'au-delà et avec nos morts. Et on est dans le cadre du... Oh, il y a sûrement des gens qui vont inventer des noms, mais on peut parler d'une expérience parapsychologique ou d'une expérience transcendantale, ou j'aime bien le terme hyperconscience. Il y a le docteur aussi, Joe Dispenza, qui fait à peu près la même chose aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez ses travaux. Oui, oui. Lui aussi fait des méditations dirigées où on a des gens qui vont dans des états, dans des choses incroyables. Et que vous dire, un grand merci à vous, docteur, de tout ce que vous nous avez dit, parce que ça ouvre un champ des possibles, j'allais dire, je vais mettre des guillemets à scientifique, mais en tout cas, cadré, génial, fantastique. Merci d'être un précurseur de tout ça, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas 50. Hein. Merci à vous de me recevoir, de diffuser le message, parce que c'est de cette façon que l'aventure... Oh, il va être diffusé, là, je pense qu'on va au moins atteindre 50 000 personnes, donc facilement, mais tant mieux. J'aimerais savoir, je vais vous laisser le mot de la fin, si vous avez, pour dire tout ce que vous voulez, sur ce que vous voulez. C'est open bar, si vous aviez un truc à dire, si vous vouliez que les gens retiennent peut-être juste quelque chose, ce que vous voulez. Je vous laisse le mot de la fin. La TCH, c'est qu'un petit grain parmi tant d'autres, qu'on est en pleine évolution, on est en train de changer de plan vibratoire, on est en train de s'élever au niveau des connaissances spirituelles. Et oui, je pense que la TCH est sur ce chemin-là. C'est le chemin de la connaissance, mais aussi le chemin de la tolérance, et c'est surtout le chemin de l'amour. Et c'est celui-là qui nous est indiqué, c'est celui-là qu'on va prendre ensemble. Merci. Fantastique. Beaucoup. Merci docteur, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.